Les hommes croient que le ciel leur appartient. Ils croient tout connaître des manœuvres aériennes. Pourtant, un groupe de pilotes d'élite suscite encore la jalousie de toutes les forces aériennes. Celui des oiseaux de proie, les rapaces. Aucune machine n'égale la précision avec laquelle ils visent leurs cibles, ni les ruses qu'ils déploient dans leur tactique de bataille, ni l'agilité de leurs ailes. Comment les rapaces volent-ils et chassent-ils? Quelle est leur relation avec l'homme? Pouvons-nous nous inspirer de leur technique? Pour les concepteurs de l'aéronautique de pointe, les oiseaux de proie sont une source d'inspiration et de convoitise. Une minuscule caméra embarquée va nous permettre de voler avec ces as de l'aviation et d'apprécier toute la splendeur technique de leur vol. Qui sont les rapaces? Les faucons, tels la buse à queue rouge, se saisissent de leur proie à la faveur d'accélérations soudaines. Les vautours ont le pouvoir quasi magique de prendre leur essor en ne faisant guère d'efforts. Les chouettes sont de véritables avions furtifs. Bien souvent, leurs proies ne les entendent qu'après avoir été frappées. Les aigles, quant à eux, sont munis d'un train d'atterrissage qui leur sert également à broyer les os de leur proie. Enfin viennent les faucons, maîtres absolus de la voltige aérienne. Décoller avec les créatures ailées les plus rapides, les plus grosses, les plus discrètes et les plus redoutables, les rapaces. Pas évident d'élever une famille en ce lieu. Pourtant, haute de 120 mètres, cette cheminée d'une centrale nucléaire située sur les bords du Mississippi sert de phare aux faucons pèlerins qui cherchent à se reproduire. Le défenseur des ressources naturelles Bob Anderson est venu inspecter un perchoir. S'approcher du nid du plus rapide des rapaces ne va pas sans risque. Le père des faucons pèlerins met à profit tout son art du vol pour défendre ses poussins et sa partenaire. Elle est tellement protectrice, cette femelle, qui s'appelle Belinda, qu'elle ne lâchera pas d'un pouce ses petits pour nous attaquer. Ce nid est en fait plus naturel qu'il n'y paraît. Les pèlerins nidifient sur de hautes constructions humaines depuis de nombreuses années maintenant. Nous les avons ramenés sur leur lieu de prédilection, leur lieu de nidification naturelle, de hautes falaises calcaires. Si les pèlerins aiment élever leurs petits sur les falaises, à l'abri des prédateurs terrestres, tout nid reste exposé aux autres oiseaux, en particulier aux autres rapaces. La buse à queue rouge pèse quelquefois jusqu'au double du poids du faucon pèlerin. La menace qu'elle fait peser sur le nid de celui-ci ne doit pas rester sans réponse. Bien que petit, le pèlerin est prêt à en découdre. Son agilité et surtout sa vitesse lui permettent de vaincre tout intrus, ou presque. La buse à queue rouge n'aperçoit jamais le danger qui vient au-dessus d'elle. Le meilleur pilote d'essai du règne animal s'adjuge ici une nouvelle victoire. La sensation d'être un oiseau de proie ne saurait être mieux approchée par ceux qui rêvent de voler qu'aux commandes d'un avion de chasse aussi maniable que le F-22,
surnommé Raptor. Il tourne plus rapidement que tout autre avion de chasse moderne. Cet avion est conçu pour aller vite. Il n'aime pas ralentir. Aucun de ses prédécesseurs n'est muni d'une surface d'aile réglable aussi importante pour la navigation. L'avion se pilote à l'aide d'une multitude de surfaces mobiles. En faisant le tour de l'avion, vous noterez qu'elles sont très grandes. La queue et les ailes d'un rapace se règlent bien mieux que celles de n'importe quel avion. Elles forment des angles plus nombreux, peuvent se courber plutôt que de simplement pivoter comme une porte autour d'une charnière, et changent même de forme en se déployant, ce qui permet de mieux contrôler le vol. Si le Faucon et un avion de chasse comme le F-22 étaient de même taille, l'oiseau l'emporterait sur la machine dans un combat aérien. Le plus grand nombre de jets que j'ai pris à bord de cet avion, c'est 9,5. On a l'impression d'avoir un poids très lourd sur les genoux. Et le problème, c'est que la force ne s'exerce pas seulement sur une partie du corps, mais aussi sur le visage et le cou, chaque endroit du corps. Les pilotes de chasse développent une étrange addiction. Ils adorent prendre des jets. Si les pilotes de chasse pouvaient choisir une forme sous laquelle se réincarner, ce serait le Faucon. Les pèlerins semblent aimer prendre des jets tout autant que les pilotes. Ils subissent le plus grand nombre de jets en accomplissant l'une des plus fabuleuses figures de voltige du règne animal. Leur attaque en piqué, une descente foudroyante. C'est en chassant que les faucons pèlerins montrent une capacité à régler la surface des ailes bien supérieure à celle de tout autre aéronef. Pour isoler une proie, il arrive souvent aux pèlerins de voler très haut, jusqu'à une altitude de 900 mètres, là où leurs proies peinent à les distinguer. Quand un pèlerin accroche une cible, il se renverse, rentre ses ailes et plonge. Au sortir d'une descente en piqué, s'exercent sur lui les forces les plus importantes qu'il soit donné aux grands animaux de ressentir, jusqu'à 25 G. Ils tombent à la verticale, les ailes rentrées. Ils font d'intimes réglages dans leur chute. C'est l'un des phénomènes les plus extraordinaires pour un amateur d'oiseaux. Il faut plus que des ailes et une queue modulable pour faire du pèlerin un prédateur aussi redoutable. Pratiquement chaque partie de son corps est adaptée à la vitesse dans les airs. Lors d'une descente en piqué, un grain de sable peut toucher l'œil avec la force d'une balle. C'est pourquoi une paupière supplémentaire, dite interne, peut être baissée pour protéger le globe oculaire. Par leur composition chimique spécifique, les larmes du pèlerin sont plus visqueuses que ce qu'on observe en général. Des larmes ordinaires s'évaporeraient en un éclair. À plus de 300 km/h, un système respiratoire inhabituel maintient les poumons de l'oiseau en activité. Les faucons sont munis d'un tout petit cône conçu pour capter l'air, au lieu de le laisser glisser à la surface. Cette canalisation de l'air chez le faucon aurait pu être utile aux premiers avions à réacteurs dont les moteurs s'étouffaient au-delà d'une certaine vitesse. Les avions modernes sont équipés d'un cône semblable à celui des rapaces pour l'entrée d'air.
Du nez aux yeux, en passant par les ailes, toutes les parties du corps du faucon pèlerin semblent destinées à la prédation. Il y a longtemps que les fauconniers rêvent de vivre un piqué du point de vue d'un pèlerin. Mais bientôt, des images réelles pourraient se substituer aux rêves. Des réalisateurs ont demandé à l'ingénieur Rob McIntyre de concevoir une caméra de poids mouche pour qu'on puisse voir les cieux à travers les yeux des meilleurs pilotes d'essai de la nature. Le premier essai de la caméra ne se fera pas sur un pèlerin. La caméra s'allume. Anderson, McIntyre et leur équipe commenceront avec un rapace plus grand, plus lent et plus calme, une buse à queue rouge. Une caméra miniature peut-elle non seulement résister aux forces qui s'appliquent sur un rapace en vol, mais aussi transmettre une image de qualité? On va pas tarder à y aller. Nous espérons filmer le vol, les plumes, le mouvement de la tête, les légères variations de position des ailes, les mouvements de la tête et du bec. Voici la batterie que Rob a développée. Là, c'est la caméra. Et en dessous, l'émetteur qui émet le signal capté par notre récepteur. Le récepteur, lui aussi conçu par McIntyre, n'a pas moins d'importance que la caméra. La caméra est peut-être inclinée un peu trop vers le bas. L'équipe découvre les premières images filmées depuis le dos d'un rapace. Bien que surexposée et brouillée par les parasites, l'image est prometteuse. C'est très gratifiant. Il faut parfois savoir saisir sa chance. L'essai suivant révèle beaucoup de sautes d'images. Pour qu'on puisse voir vraiment une buse à l'œuvre, le signal doit être renforcé et l'efficacité du récepteur améliorée. Personne n'a prétendu que ce serait facile de faire fonctionner une chaîne de télévision miniature depuis le dos d'un oiseau. Chaque fois que le dispositif tombe en panne, il y a un réglage de plus à faire, une petite chose à fignoler, un détail à améliorer. Lors de cet essai, le faucon découvre la caméra. Première leçon, chez les rapaces aussi, l'oisiveté est mère de tous les vices. L'équipe va devoir fixer l'attention de l'oiseau. Or, rien de tel qu'une proie pour retenir son intérêt. Orientée vers l'avant et fixée sur la tête de la buse, la caméra offre une vue depuis le cockpit. Mais afin d'observer les commandes de vol, McIntyre modifie le harnais pour tourner la caméra en arrière, vers la queue. Nous avons besoin d'un petit mécanisme qui reste très léger, mais qui nous permettra de faire pivoter la caméra. En d'autres termes, d'avoir un autre point de vue, une perspective différente sur le dos de l'oiseau. Ça devrait être bien. Comment ça te semble? Pas mal du tout. Est-ce que tu vois les câbles du harnais sur le moniteur? Le problème, c'est qu'on a un assez gros émetteur, là. Vous êtes prêts? Oui. Tu as un signal? Ouais. L'équipe va voir fonctionner une gouverne indispensable, la queue. C'est parti. Elle a décollé. Elle est lancée. Elle est lancée. Elle se penche encore en avant. C'est peut-être la bonne. La caméra révèle l'efficacité avec laquelle la queue oriente le vol. D'infimes réglages produisent de grands effets. Des progrès doivent être apportés à la caméra, mais aujourd'hui elle montre les réglages permanents auxquels procède la buse à queue rouge,
qui font d'elle une virtuose du vol. Un rapace bien plus volumineux déploie de toute autre technique de vol. Chez lui, dans sa maison du Wisconsin, le fauconnier et réalisateur Neil Rettig élève une harpie. D'un poids d'environ 8 kg et d'une envergure de 2 mètres, c'est l'un des oiseaux les plus grands et les plus forts de la famille des falconidés. C'est bien, c'est bien. Malgré sa taille imposante, la vie de ce rapace originaire d'Amérique centrale et du Sud dépend de ses aptitudes à se faufiler dans la forêt. L'agilité à se mouvoir est sa marque de fabrique. C'est bien. Quelle superbe démonstration. C'est ce qu'ils font dans la forêt tropicale quand ils pourchassent des singes et d'autres bêtes qui vont très vite. Les ailes rabattues, la queue bougeant comme une gouverne. Ils sillonnent la forêt en zigzagant. C'est très étonnant. Une fois que la harpie a saisi une proie, elle la tue à l'aide de serres capables de faire éclater le crâne d'un singe ou de broyer un os humain, tant elles sont massives et puissantes. Tu as besoin d'aide? Non, ça va. Où est ton gant? Je peux aller te le chercher. Je vais essayer de m'en défaire en la faisant bouger. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle m'a planté ses serres dans le cou, mais sans me faire mal. Le secret de l'agilité de la harpie réside dans sa faculté de varier la forme de ses ailes. Dans quelle mesure un avion peut-il égaler ceci ou transformer ses ailes à l'instar du pèlerin qui effectue un piqué? Une aile à géométrie variable très innovante est à l'essai au centre de recherche Langley de la NASA en Virginie. Les aéronefs classiques sont munis de volets mobiles qui ne permettent que de faibles réglages. Cette nouvelle technologie vise une reconfiguration plus radicale. Le problème d'aérodynamique est le suivant. Une première forme d'aile est adaptée à la recherche d'une cible à une vitesse de croisière lente et à haute altitude. Mais un tout autre profil d'aile est préférable pour plonger sur l'objet visé. Le pèlerin, lui, modifie la forme de ses ailes en fonction de la situation. Cette aile se modifiera de même si l'essai du jour s'avère concluant. Tout comme les plumes de l'oiseau peuvent, en se déployant, augmenter de superficie, cette structure interne est recouverte d'une peau souple qui lui permet de changer de forme et de gagner en surface. L'aile va-t-elle résister? L'équipe fait monter la force du vent dans le tunnel. Par un vent soufflant à 800 km à l'heure et à une altitude simulée de 6000 mètres, l'aile passera du mode croisière au mode attaque. On n'a jamais fait subir à une aile de tels changements à une vitesse et une altitude pareilles. Les ingénieurs ont franchi un pas de plus en direction du vol du rapace. Une caractéristique clé de tout objet ou animal volant est son autonomie, la distance qu'il est capable de franchir entre deux ravitaillements. La plupart des rapaces sont des migrateurs, en sorte que 2 fois par an, il leur faut accomplir de longues distances en un court espace de temps.
Les fauconniers comme Dave Kester contribuent au progrès de nos connaissances sur la distance franchissable d'une traite par les rapaces. Un oiseau attaché à une longe, auquel il ne sera cependant fait aucun mal, est placé pour détourner les oiseaux lancés sur leur parcours migratoire. Il y a une buse à queue rouge sur la crête. Quand les fauconniers ou les chercheurs identifieront la bague, ils sauront quelle distance ce rapace a parcouru. Grâce au bagage, on sait que les faucons pèlerins sont capables de franchir 1600 km sans s'arrêter. Les balbuzards pêcheurs, plus de 3000 km. Le faucon cresserelle, moins imposant, plus de 900 km. D'autres mesures prises au cours de cette brève escale viennent compléter le portrait des rapaces. Ils pèsent entre 35 grammes et 15 kilos. Le plus petit a une envergure de 30 cm, le plus grand de 3,50 m. Une fascinante évolution intervient dans la forme des rapaces au cours de leur croissance. Une jeune buse à queue rouge présente de plus longues plumes qu'un individu adulte. Tout se passe comme s'il s'agissait de plumes d'entraînement destinées à stabiliser le vol. Il en va de même d'un jeune pilote qui ne fait pas ses armes à bord d'un avion à réaction ultra performant. Les avions écoles offrent davantage de stabilité, moyennant une vitesse et des performances réduites. Les jeunes aigles chauves ont également de plus longues plumes que leurs parents à tête blanche. Une envergure qui peut atteindre 15 cm de plus. Les aigles chauves volent en général tout en douceur. Ils se laissent porter par d'invisibles ascenseurs, des courants d'air tiède ascendants, puis décrivent des cercles à l'affût de leur prochaine pitance. Une technique nommée vol en ascendance thermique. Autre grand rapace, l'aigle royal est lui aussi un expert du vol en ascendance thermique. Qu'éprouve-t-on à voler comme un aigle? Pour le savoir, notre équipe a revu la technologie incorporée à la caméra embarquée. Les aigles étant capables de franchir de longues distances, la caméra est désormais équipée d'un émetteur plus puissant. Pour les mêmes raisons, on a apporté d'importantes modifications au récepteur pour qu'il puisse détecter des signaux plus faibles. Regarder un oiseau comme celui-ci s'élancer de votre poignet et s'élever dans le ciel, c'est le meilleur moyen, d'après moi, de s'approcher de la sensation de voler. Qu'est-ce que t'en dis, mon grand? Tu es prêt? Il faut qu'il arrive à trouver le courant précis qui lui permettra de voler en longeant cette petite colline. Si l'aigle royal est un as du vol plané, il se distingue par d'autres qualités. Ce qu'il y a de plus extraordinaire chez eux, c'est leur puissance et leur endurance. Plus le vent est fort, plus l'aigle gagne en puissance et en stabilité, ce qui est extraordinaire dans la mesure où beaucoup d'oiseaux perdent de l'altitude quand il y a du vent. L'aigle, lui, est capable de rester solide comme un roc, même par grand vent. Cette aptitude s'avère payante à l'heure de la chasse. Lorsque vous observez un aigle qui poursuit un lapin, il peut vous sembler d'abord un peu lent et pâteau, mais peu à peu, vous le voyez gagner du terrain et se rapprocher de ce lièvre rapide comme l'éclair avec une certaine facilité. Moi-même, je ne m'en suis rendu compte qu'en voyant les images filmées par la caméra. À la recherche d'une proie, l'aigle royal peut voler en ascendance thermique des heures entières. D'autres rapaces possèdent une technique de vol très différente. L'urubu à tête rouge utilise une technique appelée le vol dynamique. En voici le principe. Le rapace décolle par vent nul, donc du côté de la colline abritée du vent.
Il s'élève ensuite à travers les courants rapides de ce qu'on appelle la couche cisaillée, augmentant ainsi sa vitesse aérodynamique. Une vitesse encore accrue par le demi-tour effectué par l'oiseau. Enfin, le rapace regagne la zone de vent nul, reprenant sa position initiale, mais riche d'une énergie considérable emmagasinée avec très peu d'efforts. Les pilotes pourraient-ils s'inspirer de cette technique ? À Palmdale, en Californie, Kyle Paulson prépare une maquette de planeur pour un vol dynamique dans une zone offrant les conditions idéales. Cet endroit est vraiment adapté. Il y a la chaleur du désert et la fraîcheur de la plage. L'air chauffé par le sol est aspiré vers le ciel. Il arrive au-dessus du sommet de cette colline qu'on voit là, créant une couche cisaillée parfaite dans laquelle l'air circule dans ce sens-là, tandis qu'en dessous, le vent est faible. Chaque fois que l'avion atteint cette couche d'air rapide, il gagne en puissance. Et chaque tournant lui permet de prendre de la vitesse, tandis que le vent se prend dans ses ailes comme dans la voile d'un bateau. C'est incroyable la puissance qu'on arrive à obtenir. D'abord, vous allez à 150 km/h, puis au deuxième tour de piste, vous êtes à 180, puis à 220, grâce à la seule énergie des courants. « 229. À la base aérienne Edwards, en Californie, le capitaine Randy Gordon est l'un des premiers pilotes de chasse à se former au vol dynamique. La manœuvre qu'on va effectuer s'appelle l'épingle à cheveux. Pour y arriver, il faut comprendre d'où vient le vent. Randy Gordon commence par effectuer un piqué pour prendre de la vitesse. Je vais commencer à piquer en partant sur la droite. Là, on est à 50 nœuds. 55, 60, 65, 70 et 75. Et 85. Randy Gordon reprend maintenant de l'altitude afin d'exposer le ventre de l'appareil au courant puissant qui surplombe la colline en dessous. On se positionne ici, et puis on commence la manœuvre. On va cabrer à 20 ou 30 degrés. Lorsque le planeur sera revenu au point de départ de la manœuvre, Randy Gordon vérifiera si la vitesse de l'appareil a augmenté. On est en train de redescendre, notre altitude est d'environ 2255 mètres et notre vitesse de 65 nœuds. 70, 75, 85 et on arrive à environ 90 nœuds. Donc à l'altitude presque égale, on a gagné un peu en vitesse aérodynamique. Les ingénieurs aéronautiques commencent tout juste à utiliser cette source d'énergie invisible que les rapaces exploitent depuis des millions d'années. Les oiseaux de proie sont les acrobates aériens les plus doués du monde animal. Mais la performance de cette véritable machine volante qu'est l'oiseau dépend directement de sa vue et de son ouïe. Et au royaume des sens, là encore, les rapaces excellent. En particulier dans l'art de la chasse. Le campagnol est la proie préférée de la chouette lapone du nord du Minnesota. Mais comment cette chouette parvient-elle à détecter les rongeurs sous la neige ? En se servant de son ouïe. Le disque facial permet d'amplifier les sons à la manière d'un cornet acoustique. De plus, la chouette peut modifier la forme de son disque facial pour orienter les ondes sonores. Tout comme l'homme,
Ces rapaces savent détecter si un son provient de leur gauche ou de leur droite. Mais la chouette lapone possède un don que nous n'avons pas et qui lui permet de localiser l'origine d'un son avec une précision extrême. Ces deux cavités auditives ne sont pas situées au même niveau. L'une est orientée vers le haut, l'autre vers le bas. Sans doute pour ne pas perturber cette ouïe si fine, le vol de la chouette est furtif et plus silencieux qu'aucun autre oiseau. Comparez donc le son que fait la chouette à celui que produit le grand corbeau. Le battement d'ailes de ce dernier s'entend à plus de 30 mètres de distance. Pour assurer sa discrétion, la chouette lapone recourt à 3 techniques différentes. Les plumes du bord antérieur de l'aile sont structurées comme un peigne qui atténue l'impact de l'air. Le remarquable duvet moelleux qui recouvre son corps adoucit la turbulence atmosphérique. Le bord postérieur des ailes joue un rôle capital. Avec un bord lisse, l'air circulant au-dessus et en dessous subit un frottement sonore. Mais les ailes à la structure élaborée de la chouette lapone entravent le mouvement de l'air, atténuant le son produit. Les ingénieurs aéronautiques aimeraient beaucoup s'inspirer de la technique de la chouette pour fabriquer des avions silencieux. Notamment parce que le bruit consomme une énergie qui pourrait être utilisée pour améliorer la portance et la propulsion. En 25 ans, les progrès techniques ont été tels que le bruit des moteurs a été diminué de moitié. Ce sont désormais les trains d'atterrissage, les volets et les fentes mobiles des avions qui génèrent le plus de bruit. Le F-117 Nighthawk est l'un des avions les plus furtifs que possède l'armée de l'air américaine. L'intégration des réacteurs dans le fuselage ainsi que l'absence de post-combustion en font un appareil extrêmement silencieux. Ainsi, lorsqu'un avion ennemi perçoit le Nighthawk, il est en général trop tard. Et grâce à son revêtement particulier, le F-117 a presque la même image radar qu'un petit oiseau. Si certaines chouettes ont l'ouïe fine, d'autres font davantage appel à leur vue perçante. La chouette épervière est capable de repérer une petite proie à 400 mètres de distance. Plus extraordinaire encore, ce rapace parmi les chouettes les plus rapides est capable de maintenir un campagnol dans sa ligne de visée tout au long d'une course-poursuite effrénée. Les rapaces sont connus pour leur vue exceptionnelle. L'expression « avoir un regard d'aigle » n'est donc pas sans fondement. La cresserelle améliore sa vision grâce à une technique de vol particulière. C'est une véritable championne du vol stationnaire, ce que peu d'avions sont capables d'exécuter et sans grande efficacité. Tandis que le corps de la cresserelle ne cesse d'ajuster sa position, son regard reste fixe droit devant. Comme si elle était dotée d'un procédé de stabilisation de l'image. Avec des yeux mobiles, il est plus difficile de repérer une proie en fuite. Mais avec un regard fixe, le moindre mouvement saute aux yeux. La cresserelle dispose d'un autre atout visuel pour détecter sa proie. Elle distingue des couleurs que nous ne pouvons qu'imaginer. Si l'œil humain ne repère strictement rien à la vue de cette photo, la cresserelle, elle, distingue les ultraviolets qui révèlent des taches significatives. Il s'agit de l'urine de campagnol qui a la particularité de refléter les ultraviolets. Le faucon pèlerin est lui aussi doté d'une vue exceptionnelle. La façon dont il vise sa proie nous en dit long sur le fonctionnement de ses yeux. En général, les faucons pèlerins ne suivent pas une trajectoire rectiligne. Au lieu de cela, ils empruntent un chemin plus long, décrivant une spirale. Pour quelle raison ?
Si la vision de l'homme est optimale de face, le meilleur angle de vue pour le faucon pèlerin se situe à 45 degrés. Pour chasser sa proie, le faucon pèlerin a donc théoriquement deux possibilités. Il pourrait tourner la tête avant de piquer tout droit sur sa cible, mais cette technique doublerait la traînée tout en réduisant la vitesse de l'oiseau. Au lieu de cela, le faucon pèlerin garde la tête droite. Mais pour maintenir sa proie dans sa ligne de mire, le rapace doit voler en décrivant une courbe. Le chemin parcouru est plus long, mais la vitesse supérieure. C'est le trajet le plus rapide vers la cible. Si la vision du faucon pèlerin est optimisée sur le côté, sa rétine est dotée d'une autre partie sensible qui lui permet de regarder droit devant lui. Lorsque la cible s'approche, le rapace utilise cette seconde fonction. Celle-ci lui permet d'avoir une vision stéréoscopique et donc de déterminer la distance à laquelle se trouve l'ennemi potentiel. Sans cette vision stéréoscopique, les rapaces pourraient tout de même chasser dans les airs, mais une fois sur Terre, ils perdraient la trace de leur proie. Les avions de chasse modernes sont aussi équipés de leur propre technologie de vision multiple, d'un système de navigation et d'un système de visée séparé. La vision stéréoscopique du rapace, sa perception des ultraviolets, la stabilisation de l'image, tout contribue à la chasse. Mais de toutes ces qualités visuelles, la plus légendaire est élémentaire, l'acuité. Allez, petit. Les rapaces ont une acuité visuelle bien supérieure à celle des humains. Certains discernent les détails 3 fois plus précisément que nous. Qu'est-ce qui rend l'œil du rapace plus perçant que le nôtre ? Un facteur. Dans l'œil humain, la lumière est diffusée vers la rétine par des vaisseaux sanguins. Alors que dans l'œil du rapace, aucun vaisseau sanguin ne vient entraver le chemin de l'image. Encore plus remarquable, les rapaces possèdent un téléobjectif intégré. La fovea de leur rétine grossit de 40% une partie de l'image, ce qui leur permet de mieux cibler leur proie. Les rapaces ont d'autres qualités visuelles encore. Pour s'adapter au changement de lumière, leur pupille est contrôlée par un type de muscle différent de ceux de l'œil humain et plus rapide. On peut avoir les sens les plus subtils et les qualités de vol les plus performantes. Si l'on veut remplir sa mission, il faut savoir en faire bon usage. Il est donc essentiel d'employer d'habiles tactiques et de fines stratégies. C'est en cela que les rapaces excellent vraiment. Dans un combat, l'intelligence est toujours gagnante. Au Texas, près d'Austin, à l'heure où le soleil se couche, des buses à queue rousse et des buses de Swainson se rassemblent devant l'entrée d'une grotte. Elles sont ici pour une seule raison. Elles vont bientôt pouvoir passer à table. Tous les soirs, à la nuit tombante, des Tadarites du Brésil affluent. Elles sortent de leur grotte pour venir se régaler d'insectes, un exode qui enfreint une règle fondamentale du combat, éviter toute action prévisible. Et les buses sont assez malignes pour repérer le modèle de manœuvre des chauves-souris et l'exploiter. Qui se trouve au bon endroit au bon moment peut quasiment chasser les yeux fermés. Certains rapaces usent de tactiques encore plus pointues. Ils mobilisent d'autres animaux pour constituer des troupes terrestres.
T'as réussi à y aller. C'est bien, Joey. Allez, Dolly. Bien, bien. Lorsqu'un lapin se montre, la bataille est déjà à moitié gagnée pour un animal de proie comme l'autour. L'homme sait débusquer le gibier et peut faire du rapace un allié naturel. C'est ainsi que naît la fauconnerie. C'est une relation qui vient directement de la nature. À un moment de notre passé lointain, le chemin du faucon et de l'autour a croisé celui de l'homme. La fauconnerie m'apporte une perspective originale, un point de vue privilégié. Ce qui est super avec cet autour, c'est que je peux participer à tous les aspects de sa vie. Je suis toujours autant fasciné par l'interaction entre les divers éléments de la nature, par la grande chaîne alimentaire. Et j'ai l'occasion de participer à plusieurs de ces maillons. Pour certains oiseaux de proie, s'allier à l'homme pour chasser peut être également très profitable. Mais il existe un autre type de travail d'équipe pratiqué par une espèce de rapace bien particulière. Où sont le fifre et le tambour? Les buses de Harris chassent en escadron parfaitement coordonné. La coopération débute avant même que la chasse soit lancée. Elle forme un totem vivant qui fournit un point de vue élevé à celle qui prend position à son sommet. Chacune garde un œil attentif sur le lièvre et sur ses partenaires. Quand le moment est venu, certaines buses attaquent, pendant que d'autres attendent. Le lièvre l'emporterait haut la main sur les buses prises individuellement, mais il ne fait pas le poids face à une telle meute désert. De tous les rapaces, c'est pourtant un chasseur solitaire qui est le plus doué pour tendre des embuscades. Le faucon pèlerin, ou dans ce cas précis, une forme hybride de faucon pèlerin et de faucon gerfaut. Steve Shingren connaît bien les méthodes de chasse des faucons pèlerins. Dans les paysages d'altitude du Wyoming, ils ont pour proie le tétras des armoises. Le faucon lui fond dessus, tel un missile air-air. À nos yeux, il semble le cogner au passage. Mais si on regardait la scène au ralenti, on s'apercevrait qu'il le saisit et le relâche tout de suite, ce qui déséquilibre de manière spectaculaire l'oiseau en plein vol. S'il vous est déjà arrivé de vous faire pousser en courant, vous savez qu'on tombe très facilement. Eh bien, un oiseau frappé en plein vol par un autre oiseau perd facilement son équilibre. La descente en piqué du faucon pèlerin sera l'estocade finale. Voler à 350 km/h avec le pilote d'essai le plus doué de la nature. Les fauconniers vivent pour la descente en piqué. Ils adorent voir leurs faucons pèlerins grimper très haut dans le ciel. Mon but ultime est cette chute à la verticale. Je veux un faucon qui pique droit vers le sol à plusieurs centaines de km/h. L'expérience réalisée précédemment avec la caméra a déjà révélé la puissance du vol de l'aigle royal en chasse. Pourra-t-on filmer le vol en piqué du pèlerin grâce à cette technologie ? Je suis plus sûr de la transmission et plus sûr de la réception, mais il me reste encore à réduire le poids. C'est tout. Il se peut qu'on n'ait qu'une seule chance. En se débarrassant de tous les morceaux de métal et de plastique inutiles, il a réduit son poids à 76 grammes. C'est incroyable. 76 grammes pour la caméra, la batterie et l'émetteur. Le faucon pèlerin est calme,
mais la caméra est peut-être mal placée. On a réussi à l'installer, mais comme je m'en doutais, sa stabilité est... Oui. La caméra repose sur son aile. Ça va. Il va déployer son aile dans 1 minute. Ne l'embêtons pas pour le moment. Essayons, on n'a rien à perdre. Normalement, ce faucon devrait prendre plusieurs centaines de mètres d'altitude en un rien de temps, mais la caméra qu'il porte le gêne. C'est un peu étrange pour eux. On leur met une sorte de selle sur le dos. C'est nouveau, ils n'ont jamais eu une chose pareille. Non seulement la caméra, mais aussi le petit sac à dos qui la retient. L'équipe déplace la caméra sur le faucon pour trouver un meilleur équilibre. Ouais. Les hommes lancent un cerf-volant, une cible qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour attirer le faucon pèlerin haut dans le ciel. Le vent souffle à nouveau. Le cerf-volant est à la verticale aujourd'hui. Et cette fois, le faucon décolle comme une fusée, l'esprit concentré sur sa proie. Ça se voit qu'il y a du vent. Il est parti comme une flèche. Il est déjà à 100 mètres de haut et il grimpe encore. Mon Dieu! Le meilleur des pilotes d'essai s'est transformé en missile se dirigeant tout droit vers la Terre. Parfois, on voit le faucon bouger légèrement la tête et son corps la suivre une demi-seconde plus tard. À une telle vitesse, on ne perçoit pas les mouvements les plus subtils qui permettent au faucon pèlerin de faire ce qu'aucun autre oiseau au monde ne fait. Depuis le jour où l'homme a levé les yeux vers le ciel, il désire voler comme un rapace. Et étape après étape, nous faisons de notre mieux pour que le rêve d'Icare devienne réalité.